خرج من الدار عنده 3 سنين. قال لي ما عادش راجع. فد من هالبلاصة. Des explosions, des fusillades et une prise d'otage, semble-t-il, à l'intérieur d'une bataille, d'une salle de concert. Arca, un drame social, 10 ans après les printemps arabes. Vous n'aurez pas ma haine, l'histoire d'une vie volée après les attentats du Bataclan à Paris. Et enfin, un hommage au chef décorateur de Francis Ford Coppola. C'est le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à tous. Bonjour Thomas Borez. Bonjour Nina. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous sur ce plateau Adam Bessa. Bonjour à vous. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous tenez le premier rôle de Arca de Lotfi Nathan, un rôle qui vous a valu le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes cette année, dans la section Un certain regard. On va y revenir, mais d'abord Thomas, vous nous faites des présentations. Oui, alors Adam Bessa, vous êtes franco-tunisien, mais je crois savoir que jusqu'à présent, vous n'aviez pas jamais joué de personnage tunisien à l'écran. C'est chose faite, donc avec Arca. Alors certes, ce film a été tourné en Tunisie, mais par un réalisateur américain d'origine égyptienne, Lotfi Nathan. Vous l'avez dit, en tant qu'acteur, Adam, vous avez découvert, en tout cas moi, dans Les Bienheureux de Sofia Djama, pour lequel vous aviez été d'ailleurs nommé aux Révélations des Césars en 2018. Alors dans Arca, vous crevez littéralement l'écran. Alors vous êtes Ali, un jeune Tunisien de Sidi Bouzid, qui essaie de subvenir à ses besoins en vendant de l'essence de contrebande. Et à la mort de son père, eh bien, Ali va devoir s'occuper de ses 2 sœurs. Alors avant de regarder à quoi ça ressemble, dites-nous d'abord, Adam, quelle est la signification de ce titre, Arca ? Déjà, merci pour l'invitation, merci pour les compliments. Arca, ça a une double signification, ça veut dire une brûlure, déjà. Ça vient du verbe brûler. Harqa, c'est une brûlure. Et aussi, dans l'argot tunisien, ça veut dire traverser la Méditerranée clandestinement. D'accord, voilà. Très bien. Et on regarde tout de suite à quoi ça ressemble, Arca, et on continue cette discussion. سامحني إذا كان ما تخلصوش من هنا لآخر الشهر باش يعملوا لكم عقلة على أملاكم. ليه مظلوم؟ أعصابي هذه مش تتدمر. Alors Arca, c'est le tout premier long métrage tourné à Sidi Bouzid en Tunisie depuis la Révolution. Sidi Bouzid, ville symbole de cette révolution tunisienne. Vous incarnez aussi l'enfant de cette révolte. C'est une responsabilité. Est-ce que vous avez senti ce poids-là ? Déjà, j'aimerais préciser que le film se passe 10 ans après la Révolution. Du coup, ça, c'était très important en fait, pour le metteur en scène, pour Lotfi, de vraiment montrer que des immolations continuaient, que la situation n'a pas changé. En tout cas, elle a changé, elle évolue mais doucement, et que les conditions sont toujours très difficiles. Et oui, c'est une immense responsabilité. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup, qu'on n'entend pas beaucoup. Donc j'avais l'impression d'être un petit peu leur voix sur ce film-là. Et voilà, j'espère avoir été à la hauteur et avoir donné le meilleur de moi-même pour les représenter. Adam, vous avez grandi en France, près de Nice, hein, c'est ça ? C'est ça. Justement, je me posais la question de votre relation avec votre double pays, la Tunisie. Quelle connexion vous aviez avec sa jeunesse avant le tournage du film ? Vous savez, quand on vit en France, en général, on passe 2 mois de vacances l'été, un petit peu peut-être en hiver, mais c'est vraiment ces 2 mois-là. Donc les cousins, des amis, donc cette jeunesse, on grandit ensemble, un petit peu, pas au même endroit, mais Ils venaient en France, c'est ça que vous dites ? Non, ils peuvent pas c'est venir. vous C'est nous qui allons en Tunisie pendant les vacances, donc on partage, on voit, et en fait Ali, il a été nourri d'énormément de souvenirs d'enfance, énormément en fait. Voilà, c'est des zones, les zones rurales tunisiennes, je les connais. Donc je me suis inspiré de beaucoup de gens que je connaissais. Et puis ensuite, j'y suis retourné des années plus tard aussi, plus mature, plus grand. Pas par le prisme de l'enfance, mais où j'ai découvert d'autres réalités qu'enfant on ne voit pas, des réalités sociales, politiques. Et voilà, un lien très fort avec la Tunisie, forcément. C'est le pays de mes parents, j'y ai passé mes vacances. Donc, ouais. Une autre
peut-être influence, peut-être plus indirecte ou directe, vous me direz. Il faut le dire que Ali, c'est un rôle très physique, hein, on vous voit vraiment à l'écran, c'est vraiment physique. Le réalisateur, je crois savoir, a essayé de comparer votre personnage à celui de Taxi Driver, ce film de Martin Scorsese avec Robert De Niro. Quelle comparaison! Comment justement avez-vous appréhendé cette composition? Quand quelqu'un vous dit ça, déjà, vous avez peur de ne pas être à la hauteur. C'est tellement des immenses acteurs et des chefs-d'œuvre du cinéma. Mais j'ai compris l'intention qu'il avait derrière cette comparaison. C'était vraiment cette bascule, ces personnages qui basculent dans cette forme de folie, qui sont oppressés par un système et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils sont pris dans les griffes d'un système. Et Ali a la même trajectoire en fait que le personnage de Taxi Driver. Et du coup, pour lui, ça a été très très important de s'investir physiquement dans le rôle. Donc on a décidé qu'il fallait que je m'isole pendant quelques semaines avant le tournage et pendant le tournage. Et donc ça a été une préparation. Vous étiez un peu à l'écart du reste de l'équipe? Complètement, oui. C'est vraiment ce qu'on peut un peu appeler la méthode de l'acteur studio. C'est-à-dire qu'on a une immersion totale dans le rôle. Et je pense que ce personnage-là nécessitait ça pour pouvoir aller... Votre personnage est pris au piège de sa condition, vous l'avez dit, sa situation est totalement bloquée. Est-ce à dire que pour des jeunes comme lui en Tunisie, il n'y a pas d'espoir pour la Tunisie de demain? Je pense que ça dépend de chaque personne. Parce que, vous voyez, dans le film, il y a le portrait de mon frère, qui lui se bat, il va travailler à Mamet dans les zones industrielles. Mon ami, Najib, qui lui prend la vie peut-être comme elle vient, et je pense que ça dépend de la personnalité de la personne, mais oui, en tout cas, les conditions sont très difficiles pour beaucoup de jeunes, et le désespoir est là pour beaucoup de jeunes. Voilà, mais comme dans le film on le voit, l'espoir, je pense, réside aussi dans les femmes, parce que voilà, dans le film, en tout cas, lui le pense, ses sœurs sont un peu l'espoir, et elles tiennent beaucoup le pays, et voilà, mes sœurs qui étaient extraordinaires dans le film et que je tenais à saluer parce qu'elles ne peuvent pas être là avec nous, et qui font un travail extraordinaire. Et donc je pense que ce que vous voyez dans le film, en tout cas, est quand même très réel. Le cinéma qui s'inscrit encore et toujours dans l'actualité. En France, après Revoir Paris ou Novembre, place à Vous n'aurez pas ma haine de l'allemand Kilian Ridhoff, un autre film qui revient donc sur les attentats du 13 novembre 2015. Pierre Deladonchamp incarne Antoine Léris, un homme qui a perdu sa femme, tué dans l'enceinte du Bataclan. Après le drame, l'écrivain a publié un texte humaniste sur les réseaux sociaux dont le succès va le dépasser. Regardez. Antoine, tu veux pas que je t'aide? Nous sommes deux, mon fils et moi. Pleure pas, mon cœur, pleure pas. Mais nous sommes plus forts que toutes les armées du monde. Vous voulez que j'ai peur, que je sacrifie ma liberté pour la sécurité? Do you have a message for the people out there? T'es sûr que c'est pas un peu tôt pour faire tout ça? Mais vous n'aurez pas ma haine. Voilà, au jeu des comparaisons, dans son approche, ce film ressemble plus à celui d'Alice Vinocourt, Revoir Paris, que Novembre, hein, puisque le film s'intéresse, on l'a compris, aux victimes directes ou indirectes donc, de ces attentats et à leur manière donc, de supporter la douleur. Alors c'est vrai que si Alice Vinocourt avait réussi son geste, grâce à une façon assez pudique, voire romantique, hein, d'envisager les choses en prenant des libertés, notamment avec les faits réels, l'Allemand Kilian Ridhoff, lui, alors, tombe dans le piège vraiment du sentimentalisme et peine vraiment à montrer la complexité d'un personnage, sa noirceur qui va devenir une sorte de phénomène médiatique et jouer parfois de façon gênante avec sa douleur, et ça le film n'arrive pas à le montrer. Alors peut-être la faute à la mise en scène, au cinéaste, mais aussi peut-être à son interprète principal. L'interprétation trop sage et lisse de Pierre Deladonchamp, et voilà, et une mise en scène, je le redis, qui gère assez mal les codes du mélodrame. On termine, Thomas, avec le travail d'un homme de l'ombre, une légende du cinéma qui bénéficie d'une double actualité, un livre et une rétrospective à la Cinémathèque française. L'américain Dean Tavoularis, c'est l'un des plus grands chef décorateur du cinéma, et pour cause, il a accompagné toute la carrière de Francis Ford Coppola. Et c'est bien qu'il y ait un livre et une rétrospective dédiée à un chef décorateur, parce que souvent on célèbre les comédiens ou les cinéastes, mais pas ces hommes ou ces femmes de l'ombre. Alors Dean Tavoularis, c'est un vrai monument. Sans lui, la saga du Parrain n'aurait pas le même visage, ni encore Apocalypse Now. Dans le très beau livre qui lui est consacré, Conversation avec Dean Tavoularis, eh bien il y a cette saillie de Francis Ford Coppola
Coppola qui parle de Dean Tavoularis et qui le replace dans son œuvre. Dean Tavoularis a influencé ma vie, mes enfants, ma famille, mes films, mes idées, mes aspirations, mes rêves, les ambitions et mon héritage. Rien que ça. Alors Dean Tavoularis, effectivement, par sa vision artistique et la construction de décors, a rendu tangible les mondes historiques et imaginaires de Francis Ford Coppola, on l'aura compris, mais pas que. Il y a aussi Michelangelo Antonioni, vous savez, cette maison qui explose à la fin de Zabriskie Point. Eh bien, c'est lui, ou encore Wim Wenders. Alors, il est né en 1932, Dean Tavoularis, dans le Massachusetts. Il est passé par les studios Disney avant son entrée fracassante dans le cinéma avec Bonnie and Clyde d'Arthur Penn en 1967, un film qui marque un changement d'air dans le cinéma américain. Voilà, donc ce beau livre se présente comme un long entretien mené par le journaliste américain Jordan Mitzer, rehaussé vraiment par une riche iconographie. Le livre contient 450 illustrations quand même et 352 pages. Il y a également une rétrospective à la Cinémathèque jusqu'au 11 novembre. Dean Tavoularis, qui habite avec sa femme Aurore Clément à Paris, sera là pour accompagner certains films. C'est l'occasion de voir ou de revoir Apocalypse Now, La saga du parrain, Zabriskie Point ou encore Rusty James. On ne va pas s'en priver. Merci à vous, Thomas Borrez. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci à vous, Adam Bessa, d'avoir été avec nous. Prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes dans la section Un certain regard pour Arca de Lotfi Nathan. Bravo à vous. On se quitte donc avec ces images cultes de l'histoire du cinéma, nées de l'immense talent de Dean Tavoularis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux. Excellente journée à vous sur France 24.